create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action, and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Panel, oui, c'est bien ce troisième panel, excusez-moi. L'IA francophone au service des secteurs stratégiques de développement. Après les enjeux culturels, comment l'IA peut mettre en place une dynamique économique de développement, notamment dans les zones francophones. Nous avons parmi nous 4 experts d'horizons différents. Je vais vous laisser vous présenter tout d'abord et puis après nous enchaînerons sur ce panel. Vu qu'il n'y a pas d'ordre de féminité, là je fais 1, 2, 3, 4, je vous en prie. Merci Sana. C'est Mostafa Chafi. Moi j'ai une compagnie ici qui est basée à Montréal et on est très présent en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Aussi, je préside une association IoT Africa qui fait la promotion de l'intelligence artificielle et les objets connectés. Bonjour tout le monde, Adil Mansouri, je suis vice-président design innovation et ESG chez Talsom. On est une firme de conseil en management. On accompagne les organisations dans leur transformation numérique. Et ce qu'on aime dire aussi, c'est des transformations humaines avant tout. Donc on est très impliqué dans les transformations IA au niveau de différents secteurs ici au Québec, mais aussi en Europe où est-ce que nous avons donc des bureaux. Donc très content d'être avec vous ici, de pouvoir échanger avec l'ensemble des panélistes. Merci, donc c'est Ibrahim Diagne du Sénégal. Je dirige une entreprise qui travaille dans la digitalisation des formalités de l'État du Sénégal. Ça fait à peu près 20 ans qu'on existe. C'est une boîte qui fait à peu près 200 collaborateurs et présent sur plusieurs pays du continent. Et le sujet est d'autant plus intéressant qu'on a fait une conférence dessus il y a 1 mois. Et par ailleurs, pour clôturer, je suis aussi président d'une université publique du Sénégal. Moi, c'est Mohsin Benachir. Alors, en francophone, c'est Mohsin Benachir. Avant, c'était en arabe. Je suis secrétaire général de la Fédération des technologies de l'information et des télécommunications au Maroc, qui s'appelle donc l'APBI. Par ailleurs, je suis aussi chef d'entreprise d'une société qui s'appelle Prestige Digital Solutions. Et notre domaine d'activité va de solutions e-gov au secteur financier, et bien entendu aujourd'hui par l'intégration aussi de l'IA. Donc voilà. Merci messieurs. Alors rentrons dans le vif du sujet. Donc l'IA francophone, on a évoqué à plusieurs reprises la domination que peuvent avoir les GAFAM, les acteurs américains. Comment, en tant qu'expert, que ce soit en tant que chef d'entreprise ou en tant que chercheur ou universitaire, vous pensez que l'IA francophone, dite francophone, parce qu'on va dire que l'IA est universelle, peut être
être un accélérateur de développement dans le monde, en Afrique, à Montréal, etc. Je vous donne la parole, M. Chafi. Merci. Merci Sana. Je pense que c'est une question légitime. C'est une question qu'on se pose tous les jours en tant qu'entrepreneur, en même temps acteur dans une zone francophone. C'est sûr que l'intelligence artificielle a commencé dans des universités montréalaises. Les publications sont en général en anglais. C'est pourquoi il y a une dominance de la langue anglaise dans ce domaine-là. Ça n'empêche que la plupart des travaux qui sont faits dans des pays en Afrique francophone se font quand même en français. La communication se fait en français et de plus en plus, ce que nous on remarque, et puis de par notre activité en recherche et développement, on est très actif ici à Montréal. En même temps, on est passerelle de la méthodologie qu'on a en recherche et développement ici, qui est une collaboration entre le privé et le public dans ce domaine-là. Ça ajoute de la valeur au niveau de l'adoption de l'intelligence artificielle dans des domaines économiques, notamment des domaines dont la société a besoin. Et donc, si je peux donner des exemples d'initiatives qu'on a fait avec IoT Africa, qui est une association panafricaine d'adoption d'intelligence artificielle au niveau des universités. Donc, donc nous, on croit que s'il n'y a pas d'impact direct pour la société et la population, l'adoption de l'intelligence artificielle va se faire imposer par les économies fortes, comme vous avez décrit, les GAFA. Mais si on prend quelques projets aussi simples comme exemple, comme initiative qu'on a fait maintenant dans d'autres pays africains, qui est les artisans, on a créé des objets connectés dont l'intelligence artificielle va les aider avoir un label plus une propriété intellectuelle qui est facile à adopter et dont l'impact est direct. Et on a fait les liens entre l'université et ce qu'on appelle ce cas d'utilisation. Et donc on croit à ce que l'intelligence artificielle se fasse entre des partenariats publics-privés. Le privé, il est appelé à adopter cette technologie-là, sinon on va être dépassé par la concurrence. La concurrence est dure, elle est mondiale. Et donc sur ce côté-là, je pense que l'initiative qu'on a fait avec IoT Africa, avec quelques universités africaines, a donné des résultats. Donc c'est une initiative d'il y a 3 ans qu'on a évaluée et qu'on a trouvé que c'est une initiative qui fait évoluer l'adoption de l'intelligence artificielle dans le monde francophone en Afrique de l'Ouest. Très bien, merci M. Chafi. Je vais me permettre de donner la parole à M. Benachir. Au niveau de la fédération que vous représentez, qui est une fédération marocaine, il y a un sujet, et vous avez peut-être entendu la question d'un jeune homme tout à l'heure sur la notion des data centers, donc les centres de données, pardonnez-moi pour l'anglicisme, qui est un vecteur fort pour tout ce qui concerne le développement économique d'une zone. Aujourd'hui, puisque vous représentez le Maroc est le pays à l'honneur, il y a 23 data centers au Maroc et globalement sur le continent africain une centaine, ce qui est rien du tout. Comment peut-on se dire qu'on va être le continent de demain sur le numérique si ce sujet de centre de données, d'exploitation de la donnée n'est pas mis en place concrètement? C'est la réponse à votre question parce qu'effectivement la problématique qui est posée aujourd'hui, c'est que si on veut avoir notre souveraineté, parce qu'une histoire c'est une histoire de souveraineté par rapport aux GAFAM aujourd'hui, il faut disposer des infrastructures nécessaires. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin, bien entendu, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect recherche et développement
qui permettrait de développer des modèles qui sont francophones. On peut parler aujourd'hui de Mistral, mais il y en a d'autres qui arrivent. Et donc, il faut qu'on puisse avoir les infrastructures nécessaires pour permettre à nos chercheurs de pouvoir développer leur modèle et se verser sur la recherche. Mais il y a aussi, d'un point de vue, disons, industriel, pratique, utilisation, il y a besoin d'entraîner ces modèles, une fois que ces modèles existent, les entraîner sur de la data et sur la donnée. Laquelle donnée, et ça vous le savez aussi, puisque c'est un domaine sur lequel je ne vais pas trop me confronter à vous, parce que c'est en domaine, hein, les data centers. C'était pour répondre à la question du monsieur, vraiment. Donc je fais très attention aux réponses que je donne, surtout en ta présence. Aujourd'hui, donc, même pour entraîner ces modèles, on a besoin de data centers. La question qui est dite et qui est posée aujourd'hui, et je pense qu'au niveau du Maroc, on en est conscient, aussi bien au niveau de la fédération qu'au niveau du gouvernement marocain, c'est de savoir que seul le Maroc ne pourra pas répondre à ces défis, qui sont des défis, je veux dire, de souveraineté. C'est ce qui va déterminer notre souveraineté par rapport à ces GAFAM. On voit aujourd'hui qu'en Europe, la question est en train de se poser de disposer de data centers européens capables de pouvoir se dédouaner de l'hégémonie des GAFAM. Au niveau du Maroc, il y a des prémices qui sont en train de venir, qui sont en train de se mettre en place, notamment, comme vous le savez, le Maroc a signé avec l'ONU une convention qui fait du Maroc le hub pour le développement et la mise en place de l'IA au niveau de l'Afrique, d'une manière générale, pas que l'Afrique francophone, mais de l'Afrique dans sa globalité, avec un financement qui est conséquent. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de ces data centers. On sait qu'il y a des initiatives qui ont été signées, qui sont intéressantes, qui présagent de beaucoup de choses, notamment quand on voit qu'il y a, par rapport à la question qui a été posée aussi tout à l'heure sur l'économie verte, l'énergie verte, donc il y a des choses qui sont intéressantes au niveau de l'Afrique. Il y a le soleil, il y a l'hydrogène, il y a un certain nombre de choses qui peut-être font qu'on pourra y aller. Ben, maintenant, il faut y aller, quoi. Très bien, merci. Monsieur Mansouri, puisque vous êtes stratège sur la notion d'accompagnement au développement technologique, donc pour rebondir sur ce que vient de dire monsieur Benachir, effectivement, la compétitivité va se jouer sur l'IA, la façon dont on la conditionne, la façon dont on la cultive, entre guillemets. Quels seraient les conseils que vous pourriez donner à toutes ces zones francophones pour qu'elles puissent justement croître économiquement parlant? On a parlé du data center qui est une donnée extrêmement utile, la souveraineté. Quels seraient les autres conseils que vous pourriez donner pour qu'il y ait un accroissement du développement de la dite IA francophone? C'est une très bonne question, puis ça va me permettre de rebondir un peu sur ce que mes deux collègues sur le panel disaient, qui est qu'on a l'IA francophone va venir justement répondre à des problématiques qui sont locales. C'est pas juste une question de langue, en fait c'est une question d'accessibilité, c'est une question aussi d'être capable de comprendre les réalités locales que vivent les pays francophones, qui sont nombreux. Donc c'est un marché qui est énorme, c'est un marché sur lequel je pense que tous les acteurs qui développent des modèles doivent se pencher sérieusement, regarder un peu les réalités locales, mais surtout, je pense, adopter une approche qui est ce qu'on appelle une approche plus de design, centrée humain, centrée sur les besoins vraiment des utilisateurs, donc des problématiques sur lesquelles on veut répondre. Et donc au-delà du modèle standard, j'ai envie de dire, avec lesquels on va venir adopter certains modèles, mais c'est essayer de repenser au fait la notion de création de valeur. Donc d'approcher les acteurs avec qui ils veulent avoir affaire en leur posant la question suivante: comment est-ce que mes modèles ou mes solutions peuvent vous apporter de la valeur? Et
cette discussion-là va amener à repenser justement les processus, repenser la façon de faire. Je parlais avec M. Ibrahima qui me disait qu'il a refait toute la numérisation au niveau des services de douane au niveau du pays du Sénégal. Mais c'est ces genres de questions-là, lorsqu'on va se poser, mais qu'est-ce qui apporte de la valeur? On va essayer de repenser tout le processus et dire, là, on va avoir des solutions qui sont adaptées à ce contexte local, ce qui fonctionnera probablement pour ce cas de figure au Sénégal ne fonctionnerait peut-être pas au Maroc, et donc d'être conscient aussi qu'il y a une diversité dans ces pays-là, dans ces pays de la francophonie, où est-ce qu'on est capable de venir à chaque fois avec une approche d'adapter, d'adopter, de co-créer aussi, c'est très important, de co-créer avec les acteurs une solution globale qui est beaucoup plus systémique, donc qui est beaucoup plus sur revoir le processus, revoir la notion de génération de valeur, comment est-ce qu'on peut s'inscrire là-dedans. Donc, si j'ai un conseil à amener, ça serait vraiment ça, de repenser en mode génération de valeur plutôt qu'en mode apporter des solutions, comme ce qu'on voit aujourd'hui, qui est un petit peu plus, on va dire, le paradigme existant. Là. Merci. Monsieur Diagne, du coup, étant donné qu'il vous a interpellé, je me permets de vous donner la parole. Et donc, effectivement, sur ces sujets d'accroissement de valeur, il y a deux sujets, alors j'ai envie de dire partout dans le monde, mais tout ce qui concerne la santé et l'éducation pour l'Afrique. Est-ce que, côté Sénégal, vous avez développé des choses qui ont permis d'améliorer ces secteurs grâce à l'IA ? Merci. Alors, l'IA, il faut dire que c'est une conception assez nouvelle en termes de prise en charge. On a toujours pensé que l'IA faisait partie de la révolution digitale, mais aujourd'hui, on comprend bien qu'elle s'en distingue. C'est-à-dire la révolution digitale continue. L'IA est une autre révolution au-dessus de la révolution digitale. Alors, donc, c'est un sujet qui est forcément stratégique. On ne peut pas y réfléchir pour demain ou après-demain. Il faut forcément avoir un horizon au moins de 10 ans ou plus. Et ça interpelle 3 acteurs. Les États, les entreprises, le citoyen. Et les perspectives ne sont pas les mêmes. Quand on parle aujourd'hui de IA francophone, ça peut parler aux États, mais ça ne parle pas aux entreprises, ça ne parle pas aux citoyens. Alors, ça voudrait dire quoi? Qu'on aurait une manière de mutualiser des capacités et des compétences pour faire de l'IA un démarqueur pour générer de la croissance et des emplois. C'est un gros challenge, parce que déjà, à l'échelle africaine, nous, on n'y arrive pas. L'échelle francophone est beaucoup plus éloignée que l'échelle africaine. Et donc, je pense que c'est une action qui est certes louable et que nous avons des ponts linguistiques que nous n'avons jamais valorisés sur le plan économique. Alors, on essaiera de le faire. L'autre question, lorsqu'on parle des entreprises, elles ont des tailles différentes. Mais lorsque vous allez prendre les plus grandes entreprises, ce seront des multinationales qui ne sont pas chez nous, qui ont leur siège ailleurs, qui prennent leurs décisions ailleurs. Ça également, c'est un élément que les pays africains devraient résoudre pour faire émerger de super entreprises africaines qui pourront rayonner sur le continent. Et là où il y a le danger, c'est le citoyen, parce que là, on est dans une révolution culturelle aussi, et civilisationnelle même d'ailleurs, aussi bien avec l'IA qu'avec la digitalisation de façon générale. Quel est le rôle d'un État pour protéger son citoyen ou pour protéger sa culture ou pour protéger sa civilisation? C'est des questions hyper stratégiques qui aujourd'hui ne semblent pas être adressées de façon adéquate et qui vont le nécessiter. Et le reste, comme je dis, c'est une question de vitesse. Tout le fait de la révolution, en fait, de l'IA était un problème de vitesse. Ça va trop vite, ça va plus vite que la manière de penser, ça va plus vite que la manière d'agir. Et que donc, si on veut tout faire, ben on ne fera rien. Il faudra peut-être se spécialiser. Et il y a 2 approches. L'approche où on crée des opportunités et l'approche où on protège son marché. L'Afrique a toujours été assez faible en matière de protection de son marché. Mais puisque le multilatéralisme est plus ou moins affaibli, ben c'est la saison pour justement anticiper. Parce que pour développer de la valeur ajoutée endogène, forcément, ça démarre par une protection de marché. Et c'est 1,2 milliard d'habitants d'Afrique. Donc si on dit qu'on est dans la mondialisation alors que la mondialisation n'existe presque plus, on perd notre capacité à pouvoir valoriser ce potentiel que nous avons. Voilà assez global, de façon assez globale, ce que je pourrais dire sur le sujet. Merci. Monsieur Chafi, vous pensez, par rapport à ce qui vient d'être dit, que la notion de protection, je vous titille sur ce sujet-là, d'être un peu, enfin pas de se renfermer, permettra de faire de la croissance à la zone francophone ou à l'IA francophone? On devrait plutôt dire, allez, ouvrons-nous, allons vers les autres, créons des modèles de coopération.
il faut, on a eu tendance, effectivement, je suis d'accord avec vous, hein, à laisser notre continent ouvert. Et d'ailleurs, on voit bien, hein, tout le monde veut venir sur le continent africain, en disant que c'est demain le relais de croissance. Mais il faut aussi protéger le continent en tant que tel. Donc, comment juguler cette notion de protection du patrimoine africain, de la jeunesse, de l'employabilité de la jeunesse africaine, et derrière permettre un développement accru? Très bonne question. Et parfois, quand on se sent, disons, entre guillemets, agressé par une nouvelle technologie comme l'IA dans la domination et l'éclair américaine et chinoise, on peut adopter une stratégie de protectionnisme. Mais personnellement, je sais que c'est un domaine où, si on se replie sur soi-même, peut-être on va perdre plus d'opportunités que d'essayer d'adopter cette technologie, bien sûr avec une protection des valeurs, des cultures, des langues et ainsi de suite. Mais personnellement, je vois mal maintenant, avec tout l'investissement qui est nécessaire pour adopter une technologie pareille, des pays en voie de développement, dans des pays francophones, essayer de vouloir, pour des raisons de protection, de se replier et d'investir dans de l'infrastructure, mais plutôt d'adopter, de faire beaucoup de coopération. L'avantage, c'est que quand il y a aussi de la compétition, on peut aussi utiliser ça pour des négociations, pour des exceptions, soit culturelles, soit linguistiques, soit d'appropriation de ces technologies-là. Les pays africains sont très dynamiques maintenant. Ils ont le poids démographique pour négocier des choses. Et spécifiquement, une technologie pareille, spécifiquement, il est développé dans des pays développés comme le Québec ou bien comme le Canada en général. Et dont le lien, il est dans le transfert du savoir est possible. On a des exemples d'initiatives. L'investissement est tellement énorme que moi, personnellement, je pense que la coopération, il est inévitable dans ce domaine. Merci. Monsieur Benachir, je vais rebondir donc sur ce qui vient d'être dit et sur un élément que vous avez apporté tout à l'heure, une initiative effectivement qui a été signée donc le 26 septembre dernier, si je ne dis pas de bêtises, au sein des Nations Unies pour la création d'un hub africain donc, au Maroc, donc sous l'égide du programme des Nations Unies pour le développement. Donc c'est un hub africain et arabe, donc c'est vraiment les deux zones. Donc c'est déjà une très belle initiative, félicitations. Est-ce que vous pensez que ce type d'initiative menée d'un point de vue gouvernemental et des Nations Unies pourrait aussi intégrer des organisations comme l'OIF, l'Union africaine, etc., pour justement se préserver de cette domination américaine et plutôt créer des passerelles. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire il faut mettre les Américains d'un côté et les francophones de l'autre, pas du tout. C'est comment faire en sorte que ces organisations puissent permettre à tous ces gens-là de travailler ensemble, en fait. Oui, c'est vrai que c'est une belle initiative. Elle vient en complément par rapport aux autres. Il y a des initiatives aussi au niveau de l'OUA aujourd'hui, qui avec une volonté forte de vouloir coopérer ensemble pour créer les prérequis nécessaires au développement d'une IA souveraine. Donc je ne dis pas indépendante, mais je dis souveraine. Parce que le nerf de la guerre, au-delà des modèles, c'est la data. Donc on ne veut pas que notre data soit à l'extérieur, on est jaloux de cette data. La question qui se pose en réalité, c'est que est-ce qu'on veut être consommateur ou bien est-ce qu'on veut être acteur ? Et je pense que la réponse qui a été donnée aujourd'hui est très claire au niveau de l'Afrique, mais aussi au niveau de la francophonie, c'est d'être acteur.
Et pour cela, effectivement, si on veut être acteur, il faut qu'on se donne les moyens de l'être. Et de l'être selon, je veux dire, nos moyens et graduellement. Il ne s'agit pas aujourd'hui de dire on ferme les robinets, on ne travaille plus avec les GAFAM, on ne travaille plus avec les Chinois, mais c'est de dire qu'il faut mettre en place les recherches nécessaires au niveau de nos universités, de créer plus de ponts au niveau de la collaboration entre universités et de faire en sorte que nos entreprises puissent avoir les data centers nécessaires pour pouvoir entraîner les modèles, entraîner la data et héberger la data sans avoir à aller être obligé d'héberger ça sur des data centers externes. Donc vraiment, je pense que nous sommes au niveau Afrique, au niveau francophone, dans une situation de prise de conscience où on commence à aller vers ces systèmes. Et bien entendu, l'initiative avec l'ONU est une initiative excellente qui vient à point nommé. Voilà. Monsieur Mansouri, depuis tout à l'heure, on parle de développement, donc on parle des entreprises, des GAFAM, donc je veux dire, un écosystème qui, quelque part, est privilégié. Encore une fois, en tant qu'expert en développement stratégique, il y a un élément dont on parle peu, c'est les zones dites éloignées, la notion de fracture numérique. Donc elles existent partout, c'est pas qu'en Afrique. Si on regarde au Canada, les zones autochtones qui ont du mal à être connectés, même dans des zones, j'en dire en France, dans la Creuse, etc. En Afrique, c'est aussi prégnant. Comment, avec les opérateurs, donc pour le coup télécom, qui sont absolument indispensables pour pouvoir utiliser l'IA, comment est-ce qu'on pourrait les motiver à réduire la fracture numérique et donc être source de développement? C'est une très bonne question. Je pense que si on reprend un peu si on prend cette question et on leur demandait aujourd'hui, est-ce que c'est des zones qui vous intéresseraient, est-ce que c'est des marchés qui vous intéresseraient, je pense qu'ils diraient non, parce que on a très peu de données au fait sur qu'est-ce que ces marchés au fait représentent, et c'est aussi l'un des gros problèmes qu'on a au niveau du développement, c'est que dans ces zones-là, on n'y pense pas. Alors, ce que nous on a fait par exemple, c'est que on leur explique que la fracture numérique n'est pas seulement dans ces zones-là où est-ce qu'on n'a pas d'informations, mais aussi elle peut être dans nos villes. On a travaillé il y a 5 ans avec un organisme ici qui s'appelle l'Itinéraire, qui donc travaille dans la réinsertion des gens qui sont en situation d'itinérance, qui aujourd'hui, l'itinérance à Montréal, si vous habitez à Montréal et vous n'avez pas entendu parler d'itinérance, il y a un problème. Ou tant mieux pour vous. Donc, c'est d'essayer d'amener, on a travaillé avec cet organisme pour justement définir des modalités de paiement, parce que c'est des gens qui vendent en fait un journal. Donc si vous prenez le métro, vous allez probablement avoir ce journal-là, et qui à l'époque donc on payait 3 pièces pour pouvoir l'avoir. Mais il y avait les gens déjà à l'époque, on parlait plus d'argent liquide, personne n'avait plus de pièces sur lui, donc il fallait imaginer des solutions qui sont beaucoup plus digitales. Et à cette époque-là, on pouvait penser à plusieurs solutions très évoluées, mais lorsqu'on regardait les gens, donc les camelots qui vendaient ce genre de magazines, ils avaient à peine un téléphone et très peu de littératie, on va dire, digitale et autres. Donc, on ne pouvait pas aller sur quelque chose de très compliqué. On a passé du temps à comprendre leur réalité et adapter une solution qui finalement était une solution très simple, une solution par texto. Donc, tout simplement, on vient, on rencontre la personne, elle nous donne son numéro, on texte un numéro, ça nous renvoie une confirmation et on le paye. Pourquoi je parle de cet exemple? Pour 2 choses. Parce que lorsqu'on est allé voir justement des compagnies télécom pour leur parler de ce projet, ils ont dit mais on ne comprend pas ce marché. Donc on a été capable de leur expliquer à travers ce que fait cet organisme-là, l'impact qu'ils ont, le nombre de personnes qui touchent. Et surtout, on leur a expliqué à travers une action qui, de leur côté, était très simple. C'était juste de débloquer un numéro qui pouvait avoir un impact énorme. Et voici les revenus qu'ils pouvaient mettre. Et donc, il y a 2 notions importantes dans l'exemple que j'amène. C'est être capable de rapprocher finalement cette réalité qui paraît très très loin des entreprises
de leur réalité à eux, de leur dire, regardez, c'est des choses que vous vivez au quotidien, c'est des choses qui peuvent vous toucher. Et dans un deuxième temps, de leur expliquer qu'il faut adapter les solutions à cette réalité-là. Et comme je disais tout à l'heure, co-créer en fait, avec ces communautés locales, ces communautés qui sont éloignées, réfléchir avec eux, parce que souvent les solutions viennent d'eux. Et non donc de nous qui arrivons avec, oui, on a les solutions à vos problèmes, donc au contraire, on vient écouter les problèmes et co-créer avec eux. Et donc ça donne d'énormes résultats. Un autre exemple qui me vient rapidement en tête, c'est aussi au niveau de l'assurance, par exemple, où est-ce que de plus en plus maintenant, on ne pensait pas à certains marchés au niveau de l'assurance, on ne pensait pas que certaines communautés pouvaient apporter certains bienfaits économiques. Et là, par exemple, les nouveaux arrivants sont devenus une des niches les plus importantes pour les assureurs parce qu'ils réalisent qu'ils peuvent amener beaucoup de solutions à ces niches-là, mais avec des réalités différentes, qu'il faut co-créer avec ces différentes communautés-là des solutions adaptées. Donc les communautés qui viennent d'Afrique ne sont pas celles qui viennent d'Asie, et ainsi de suite. Et donc avoir des solutions aujourd'hui autour de l'IA, beaucoup de solutions autour de l'IA au niveau de l'assurance pour répondre à ces éléments-là. Donc je pense que comme ça, on peut les amener à créer de la valeur, à comprendre qu'ils peuvent faire du développement dans des zones où est-ce que on a des fractures numériques, en amenant des solutions pas nécessairement compliquées, mais plutôt des solutions qui répondent vraiment à la réalité locale. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Monsieur Diagne, je vais vous inviter. En fait, c'est une question pour Monsieur Diagne et Monsieur Benachir, parce que tous les deux, vous allez comprendre. C'est sur la partie gouvernementale et politique. On parle de fracture numérique parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de... Voilà, les zones isolées. Mais il y a aussi la fracture gouvernementale, c'est-à-dire qu'il y a certains gouvernements francophones, on va dire africains, qui font souvent appel à des GAFAM plutôt que de faire appel à des ressources et des entreprises qui sont expertes dans l'IA, dans les télécoms. Pourquoi ? La première réponse que je donnerais, c'est que quand un GAFAM vient en Afrique, on lui ouvre le palais de la République, et que quand un local vient dans un pays, on lui ouvre le dernier bureau d'un ministère, où aucune décision ne se prend. Et ça, c'est à nous de le changer. C'est dans nos pays et dans la manière de gouverner qu'on doit se dire qu'il n'est pas possible que des personnalités, je ne veux pas citer de nom, des anciens premiers ministres européens viennent en Afrique et soient reçus par nos présidents et ne soient là que pour les faire valider des choix technologiques qui vont dans le sens de leurs intérêts et que les acteurs locaux n'aient pas ce même accès-là. Et on ne peut pas construire une économie si jamais on n'a pas toutes les cartes en main. Et c'est ça le drame de l'Afrique d'aujourd'hui, mais c'est en même temps un drame qui connaît une réparation parce qu'il y a une prise de conscience africaine. Une économie ne se construit pas comme ça. Il faut absolument créer des valeurs. Et tout à l'heure, quand je venais sur la notion de protection, c'est ce que fait tout le monde le fait. Hein. Donc il n'y a que l'Africain pour qui c'est un gros mot, se protéger. Mais regardez un exemple. Supposons que vous vouliez vous déplacer dans Montréal et que vous allez taper sur voilà, je dis le nom quand même, Google. L'itinéraire qu'il va vous donner, il peut choisir un itinéraire qui fera que vous serez exposé à des panneaux publicitaires précis. Parce qu'on est dans de l'hyper-monétisation. Et donc, si vos citoyens sont orientés parce que vous ne contrôlez absolument rien, pour avoir des habitudes de consommation qui sont totalement destructrices de vos entreprises, ben le péril sera devant. Et l'Afrique, impérativement, doit être stratégique. Il faut voir les 10 ans. Et puisque c'est une course de vitesse, si tu n'es pas rapide, il vaut mieux ralentir les autres. Et c'est là où je parle de protection. Donc, je vais essayer de répondre à la même question. Pour parler plus précisément du Maroc et peut-être aussi des entreprises marocaines qui collaborent avec les entreprises subsahariennes au niveau du Maroc. Il y a eu l'avant et l'après-Covid. En ce qui concerne le Maroc, après Covid, la notion de souveraineté numérique a été adoptée et le gouvernement, nos gouvernants, en ont pris conscience. Donc aujourd'hui, sur les projets stratégiques au niveau national, quel que soit le domaine, entre autres au niveau du numérique, on donne la priorité aux entreprises nationales marocaines qu'on invite éventuellement pour faire des groupements, des associations avec d'autres entreprises étrangères. Mais on n'est plus dans cette
je veux dire, dans ce qui se passait avant, qui était celui que, quand on est Oracle, Microsoft et autres, pour ne pas les nommer, on a les portes qui s'ouvrent sans aucun problème. Ce qui faisait ça, c'était que nos donneurs d'ordre, par le fait de signer avec ces grands noms, se dédouaner de la responsabilité de la réalisation du projet. Ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Moi, j'ai choisi le meilleur. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est demandé. Il y a un engagement sur le résultat et sur aussi, et très très important, sur la création d'une valeur, de la valeur. Si on quitte le domaine des télécoms, c'est vrai que souvent on a dit qu'au Maroc aujourd'hui on voit des grues partout, mais quand on regarde, 80% des chantiers, même des grands chantiers au Maroc, sont faits par des entreprises marocaines. Merci. Monsieur Chafi, vous partagez, c'est-à-dire cette notion de développement local, puisque vous avez dit qu'avec votre organisation, vous aviez de plus en plus d'activités en Afrique. Est-ce que c'est un constat que vous partagez ? Absolument, et c'est quelque chose qu'on peut témoigner par notre activité sur le terrain. Les projets qu'on a choisis, c'est des projets qui sont des enjeux de ces pays-là, notamment l'économie de l'eau, un enjeu majeur en Afrique, l'artisanat, donc formaliser l'informel, ce qu'on appelle. Donc c'est tout un segment de la population qui est en dehors de l'économie formelle, et on essaie d'utiliser la technologie. L'intelligence artificielle n'est pas très loin, les objets connectés ne sont pas très loin, et dont l'impact va être énorme pour l'économie. Donc, c'est des projets qu'on a conçus en collaboration avec l'Université de Montréal, l'École polytechnique et quelques universités africaines, et dont les fruits commencent à prendre forme après 3 années de travail. Donc, on a un projet au Maroc de déploiement d'objets connectés pour la gestion de l'eau. On a aussi un projet au Sénégal pour la sécurité digitale. Donc, on a quelques projets sur quoi on a travaillé ensemble et dont l'impact il est direct. On pense que cette approche-là va stimuler la recherche et développement, et il va aider à avoir l'attention des gouvernements pour du financement de ces projets-là. Donc, merci d'avoir répondu à mes questions. Je retiens innovation, coopération, impulsion, protection. Et donc, je vais donner la parole à l'assistance s'il y a des questions sur ce sujet du développement. Mon cher ami, Monsieur Zoglabi, est le premier, et ça me fait plaisir. Oui, parce que tu sais que c'est quelque chose qui m'intéresse au plus haut point. Oui, Nordine, c'est que moi. Alors, moi, je voulais vous poser une question. Moi, je suis quelqu'un de très franc, je vais direct au but. Vous ne pensez pas que c'est déjà trop tard ? Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je travaille avec l'Union africaine, et j'ai travaillé sur la stratégie de l'IA avec l'Union africaine. On était 100 experts. J'étais le seul francophone. Et dans l'autre département, il y avait Saïdan, on était 2 francophones. Pour préparer la stratégie de l'Union africaine sur l'IA. Tout était fait par les anglophones, et tout est une vision anglophone. Je vous donne un exemple aussi qui m'interpelle. Aujourd'hui, on parlait de souveraineté. La plupart et toutes les infrastructures africaines sont financées, faites par ZTE ou par Huawei. 100% de l'infrastructure aujourd'hui en Afrique des télécoms, de l'IA est faite par ça. Deuxièmement, vous avez une autre problématique aussi qui est très importante. Tout ce qui est software, malheureusement, est américain. Troisième point, les centres de données. Les centres de données, effectivement, on a des centres de données en Afrique, mais la plupart de ces centres de données sont quoi ? Sont financés par des fonds d'investissement américains ou appartiennent à des fonds d'investissement américains. Quand vous voulez monter un centre de données en Afrique, les gouvernements, malheureusement, n'ont pas d'argent et ils vont s'adresser à qui ? Aux Américains. Donc, la question aujourd'hui que je vous pose, est-ce que
on n'est pas déjà en retard. Et l'autre point sur lequel on devrait tous réfléchir, on parle tous de coopération, de panafricanisme. Le constat que je fais, ça fait 35 ans que je travaille sur l'Afrique. Quand un État africain, et notamment, je ne vais pas les dénoncer, ils ne sont pas là, nos amis anglophones, quand ils ont la possibilité, puisque le Maroc, Dieu vous bénisse, vous êtes devenu un hub, donc avec l'ONU, mais des hubs africains sur l'IA, il y en a partout aujourd'hui. Quand vous regardez le dernier G20, aujourd'hui la Côte d'Ivoire a été choisie pour devenir aussi un hub du G20. Vous avez plein de pays qui sont devenus des hubs de IA. Vous n'avez pas l'impression que chez chacun pour soi aujourd'hui, qu'il n'y a pas vraiment une cohérence africaine. On est toujours dans cette vision et on pâtit de notre faiblesse et on pâtit de la puissance des grands. Et ce que disait tout à l'heure Nordine avait tout à fait raison par rapport au politique. Le politique, le problème, lui, il a besoin d'une image. Et quand vous avez un GAFAM qui vient, c'est plus facile de traiter avec lui. Et sincèrement, moi, ce qui me gêne, et c'est pour ça que je me demande si ce n'est pas déjà trop tard, parce que la seule solution aujourd'hui en Afrique ne peut venir que de nos startups, de nos associations et de nos structures. Quand vous voyez des programmes comme Indaba, comme Zindi, c'est eux. Autant vous avez aux États-Unis les GAFAM, les grands groupes, en Chine, c'est l'État, en Europe, ce sont des structures. En Afrique, nous, ce que nous avons, et c'est la force, c'est notre communauté, ce sont nos associations. Vous ne pensez pas qu'il faut bâtir à partir d'eux et non pas partir à des États? Voilà ma question. C'est une grande question. Wassine, je t'en prie. Je vais démarrer de votre conclusion et de la conclusion de votre question. Donc c'est de là effectivement, vous avez raison. Aujourd'hui, notamment nous, au niveau de la fédération, nous sommes en train de créer, nous avons mis une initiative qui est la Fédération africaine des technologies de l'information, la FAB. Donc nous y travaillons, nous essayons de la développer et de créer un cadre dans lequel nous pouvons échanger, comprendre et réfléchir. Je suis de nature optimiste. Moi aussi. Et je me dis, je vois toujours le verre à moitié plein ou bien un tiers plein que complètement vide. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui fera que nous pourrons rattraper le retard ou bien monter dans le train et essayer d'avancer dans cet échiquier-là et ne pas être simplement des consommateurs, mais être aussi des acteurs, c'est le secteur privé. Le privé, aujourd'hui, est amené à se défendre ou à être absorbé. Je parle en connaissance de cause. Nous sommes dans un pays où le digital est en train de se développer à très haute vitesse. Et pour moi, quand on parle de l'IA, pour moi, l'IA, c'est un outil, ce n'est pas une finalité en soi. Qu'on ramène les choses à leur échelle. Ce matin, dans mon intervention d'introduction, d'ouverture, j'ai dit que pour moi, quand on parle de l'IA, ça me rappelle, moi j'ai commencé avec la règle à calculer, puis on est passé à la calculatrice, puis on est passé au tableur, puis les programmes, et maintenant c'est l'IA, et je ne sais pas ce qu'on aura après. Donc l'IA, pour moi, c'est un outil. On est sur le digital, on digitalise. L'IA vient pour compléter. Ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez tout à fait raison. Est-ce que l'IA va répondre à toutes les problématiques que nous avons dans nos pays, alors qu'on est encore à digitaliser, à numériser et autres? Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est l'utilisation du numérique pour répondre à des problématiques qui sont locales. Maintenant, comment on va le faire? On doit le faire en développant de la valeur et avoir de l'ingénierie et du savoir-faire local. Maintenant, si je monte dans une Mercedes et je ne monte pas dans une Dacia, parce qu'on fabrique la Dacia au Maroc, moi je m'en fous. Si je peux me payer la Mercedes, je prendrai la Mercedes, c'est bien évident. Mais ce qui est important, c'est que je puisse développer un savoir-faire qui me permet que demain, c'est ce que nous a appris le Covid, que demain, on puisse être autonome par rapport à... C'est le savoir qui est le plus important, ce n'est pas l'outil. L'outil, si on a le savoir, l'outil, on finira par le construire. Ça prendra peut-être plus de temps, mais on saura l'utiliser et on saura capitaliser dessus. De toute façon, vous allez être côte à côte sur le prochain panel. Vous pourrez rééchanger. Non, mais je vous écoute. Madame, je vous en prie. Pardon. C'est encore Régina Lende, Djambo Congo. Alors, la question que j'ai à vous poser, c'est à quand la fin de la fracture numérique? Parce que ça continue à se fracturer
j'ai fait le tour de quelques pays africains et on a vu que dans les régions, les villages et tout, surtout particulièrement les femmes, et elles ne sont pas encore en possession de la technologie. Et pourtant, ce sont des femmes qui sont des moteurs économiques des pays africains particulièrement, et même en ville. Il y a des programmes, il y a des Canada, États-Unis, on voit beaucoup de programmes, mais ces programmes gouvernementaux n'arrivent pas dans des zones rurales. Alors c'est pour cela que je suis un peu inquiète que la fracture va continuer et les femmes vont continuer à être de plus en plus pauvres. C'est avec le numérique, comme j'ai vu avant, et l'intelligence artificielle, il y a moyen d'augmenter la productivité de ces paysannes-là. Je vous remercie. Merci, madame. Qui souhaite répondre? Oui, vous pourrez répondre tous les deux, on a un petit peu de temps. Donc, c'est une question pertinente. Merci d'avoir posé cette question-là. Mais je pense que l'intelligence artificielle et la nouvelle technologie va aider à désenclaver ces zones-là. Et je peux donner un exemple. Ma mère je pense, elle a 92 ans. Et il parle une langue amazigh qui est locale au niveau du Maroc. Et je lui ai montré comment il va poser avec sa langue des questions à ChatGPT. Et il a commencé à poser, et je lui ai dit, sois à l'aise comme si tu me poses la question. Il a commencé à poser des questions. Et ChatGPT commençait à décrypter cette langue et à répondre. Et donc pour moi, cette nouvelle technologie, les autres nouvelles technologies, surtout l'IA, c'est comme une opportunité en Afrique pour aussi préserver les langues locaux. Il y a beaucoup de langues locaux, d'avoir accès au savoir avec la langue locale. Et c'est sûr que la contribution des télécoms et des autres compagnies qui sont dans la chaîne de valeur de ça doivent, parce qu'il y a le coût aussi de l'intelligence artificielle, qu'il faut probablement essayer de trouver une solution pour l'accessibilité. Mais je la trouve une opportunité pour ces femmes-là qui sont désenclavées, pour avoir accès au marché, peut-être accès au savoir aussi. Merci. Merci. Je voulais juste aborder 2 points. Le premier, c'est la notion de l'IA, ce n'est qu'un outil. Je ne partage pas tout à fait le point parce qu'un outil ne change pas de nature selon son utilisateur. Or, l'IA, c'est quelque chose qui change de nature selon l'utilisateur. Donc, le considérer comme un outil, c'est ignorer la force que cette IA peut apporter comme biais dans une société. Deuxième question, c'est tout ce qui est horizontal et vertical. On a mis en place, pour ceux qui s'en souviennent, les objectifs du millénaire, c'était les Nations Unies. Ensuite, on a mis les ODD. Et souvent, on fait penser aux Africains que les projets qu'ils doivent mettre en place doivent cocher toutes ces cases. Et ça donne des projets qui sont très beaux dans leur design, mais qui ne sont pas sustainable, qui ne peuvent pas se porter eux-mêmes. Et nous, on l'a vécu, on a été financé par l'USAID sur un projet tellement conditionné que, voilà, dès que l'USAID a été dissoute, c'est passé. Donc, il y a un combat, madame, comme vous dites, pour de l'inclusivité, mais il ne faut pas le mettre en séquentiel. Il y a un combat qui est le vrai combat sur lequel il faut aller sur le front. Il ne faut pas attendre. Et comme je disais, la seule force d'un État, c'est de ralentir un mouvement qui ne s'est pas arrêté pour se préparer lui-même à être dans la même dynamique que le mouvement. Merci. Merci. Et je tiens quand même à dire, parce que c'est quelque chose que j'expérimente au quotidien, la femme accélère beaucoup plus les choses avec tous les outils numériques que les hommes. Je vous explique. Effectivement, il y a des femmes qui sont isolées de par leur situation personnelle, éducative ou autre. Et c'est ces outils-là, l'outil du numérique qui est accessible à tout le monde, qui leur permet de développer des choses qu'elles n'auraient pas pensé à faire, de l'artisanat, des choses très simples. Et
qui derrière, là je vais utiliser un anglicisme, deviennent bankable. Et vraiment, alors oui, il y a la notion de connectivité qui peut être compliquée, mais il n'empêche que l'IA et les outils du numérique sont plutôt une opportunité, et je rejoins M. Chafi de ce point de vue-là. En tout cas, je vous remercie, c'était un panel très agréable, ça manquait un peu de femmes, heureusement que j'étais là. Et je vous dis à bientôt. Merci. Merci beaucoup. On se retrouve à 16h pour le dernier panel de la journée.